Et bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo en partenariat avec O2Switch, qui est un hébergeur absolument génial, puisqu'on l'a vu la semaine dernière, enfin la dernière fois que j'ai fait la vidéo, où je vous ai montré comment avec O2Switch on pouvait installer très facilement et configurer très facilement votre premier site WordPress avec tout ce qui était configuration du domaine, des DNS, un aperçu de ces panels aussi, puisqu'ils ont un cPanel avec plein de fonctionnalités, plein de trucs cool à explorer. Je vous ai même montré comment configurer votre boîte mail en lien avec votre nom de domaine. Tout ça chez O2Switch de manière très simple. Et aujourd'hui, on va continuer ça en parlant notamment de l'optimisation des performances pour transformer votre site web en fusée. Donc je vous emmène sur mon écran, on va aller sur le cPanel. Je vais vous remontrer le site qu'on avait créé ensemble. Donc ça s'appelle actulink.com. Voilà, c'était un WordPress, tout ce qui est le plus classique. Il n'était pas très fourni, puisque c'est un WordPress de test, j'ai rien fait de spécial dessus. Mais c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder, parce que je pense que ce sera plutôt instructif. Et on va aujourd'hui regarder un peu ce qu'on a comme outil. Donc on a dans cet espace technique des outils exclusifs O2Switch qui sont parmi certains dédiés à l'optimisation. Et en fait, on a deux types d'optimisation possibles. On va commencer par ça. On a de l'optimisation objet et de l'optimisation type cache HTTP, HTTPS. Donc pour tout ce qui est cache HTTP, HTTPS, ça c'est quelque chose avec lequel vous êtes peut-être familier. Ça permet de mettre en cache des pages. Donc quand c'est des pages qui sont générées avec PHP, par exemple dans le cadre d'un WordPress, ou avec d'autres outils, si vous avez un site custom fait maison développé en PHP, ou un Magento, ou un Joomla, ou voilà, ce genre d'outils. Le fait de mettre en cache les pages web, ça permet d'éviter au serveur de les régénérer à chaque fois. Voilà, ça met en cache et on a une copie HTML en dur physique sur le disque dur du serveur, enfin sur le disque du serveur, parce que c'est du SSD, ce qui permet d'afficher à l'utilisateur, aux internautes, les pages beaucoup plus rapidement, parce que le serveur n'a pas à retravailler, etc. Donc ça, c'est pour la partie cache HTTP, et on a du cache objet. Le cache objet, donc là on le voit, c'est Redis et Memcache. Le cache HTTP, je vous en ai pas parlé, mais c'est LeadSpeed et Extreme Cache. Extreme Cache derrière, c'est du Varnish, donc je vous en reparlerai après. Et pour ce cache objet, donc on a Redis ou Memcache, ça fait à peu près la même chose. Et là, en fait, l'idée, c'est de dire, j'ai une application PHP. Cette application, elle a des interactions avec la base de données notamment. Et ces interactions, en fait, on peut les mettre en cache également dans la mémoire du serveur, dans la mémoire vive du serveur. Donc c'est ça qui fait que le serveur va bosser beaucoup plus rapidement, enfin en tout cas va afficher les retours beaucoup plus rapidement. Donc je vais vous montrer deux choses. D'abord comment on installe ça de manière très facile, et ensuite vous pourrez arrêter la vidéo si vous voulez. Vous allez voir, O2Switch a vraiment pensé à tout. Ils ont des outils, j'ai envie de dire, c'est incroyablement simple. Il n'y a pas de prise de tête avec la configuration, c'est pas compliqué, n'importe qui peut le faire, vous allez voir. Et puis ensuite, la deuxième étape, on va rentrer un peu plus dans le détail, on va aller voir vraiment chacun de ces modules ici, pour des cas un peu spécifiques où vous n'auriez pas WordPress et vous devriez installer LeadSpeed, faire fonctionner Extreme Cache, faire fonctionner Memcache ou Redis. Et on terminera par PageSpeed qui propose un peu des tweaks, des améliorations qu'on peut mettre en place sur son serveur web. Enfin, sur ses pages web. Alors, si je vais sur WP Tiger, ceux qui ont vu la vidéo précédente, dans WP Tiger, on a plein d'outils. Si je clique sur la petite clé, la petite roue crantée ici, j'ai donc le serveur en production. Donc, si je vais dessus ici, j'ai mon site. Et si je vais dans les outils de développement, en faisant clic droit inspecter sur la page, j'ai aussi ici au niveau du réseau, la possibilité de voir les fichiers chargés. Donc ça va nous servir de base de référence. Quand je charge le site là actuellement, et je vois que j'ai 1,77 MO de chargé sur ma page. Donc si je refresh ma page, je rafraîchis ma page, 1,77 MO, téléchargé, récupéré en 941 millisecondes. Donc voilà, 742 millisecondes là. Bon, ça change un petit peu tout le temps, ça dépend des serveurs. Parce que je vois qu'il y a des appels externes, notamment vers Gravatar, vers Google, Gstatic, Font Awesome, etc. Donc ça dépend vraiment de comment répondent les serveurs tiers. Mais on est dans cet ordre de grandeur, c'est-à-dire une page à environ 2 MB qui met un peu moins d'une seconde à charger. Bon, ça c'est ce qu'on a actuellement. Je le rappelle, on est sur du WordPress. Et donc WP Tiger est conçu justement pour gérer tout ce qui est WordPress. Dans WP Tiger, donc tout ça je vous l'ai montré la fois dernière, mais on a cet onglet ici Performance qui permet de faire plein de choses liées à la performance de votre site. Vous avez déjà des outils d'analyse. Donc ça je ne vais pas vraiment rentrer dedans parce que c'est assez basique, mais vous avez FlameGraph et Profil de performance qui sont un peu les mêmes outils qui vous permettent de voir le temps d'exécution de chaque fonction de votre site, ou alors
la timeline de chargement de tous les éléments du site. Pour ça, il faut activer un profiling. Donc, voilà, il y a une extension pour navigateur à télécharger. Vous activez le profilage, vous allez sur le site. L'extension va mesurer un peu tout ce qui est chargé sur le site, le temps d'exécution des fonctions, etc. Et vous aurez comme ça un graphique qui vous sera affiché, qui montrera chaque étape de chargement du site pour localiser notamment tout ce qui est goulot d'étranglement. S'il y a des images, par exemple, qui sont trop grosses, qui mettent du temps à charger, s'il y a des JS qui sont récupérés de serveurs tiers qui mettent un peu de temps à répondre, etc. Vous allez pouvoir comme ça bien profiler votre application ou votre site web, ce qui va vous permettre après de l'optimiser au maximum. Dans le même style, on a aussi tout ce qui est analyse de requêtes SQL, qui va là analyser les performances, enfin en tout cas le temps qui est pris par les requêtes effectuées par le site vers la base de données, pour voir un peu là où ça pourrait coincer, si vous avez des requêtes SQL un peu spécifiques qui peuvent parfois bloquer et ralentir le serveur. C'est bien de pouvoir les localiser et vous pouvez régler ici le temps minimum d'exécution pour vraiment trouver les choses qui prennent qui sont en dessous de 0,3 millisecondes par exemple. Donc ça, c'est intéressant aussi de jeter un œil si jamais vous avez des soucis et que vous n'arrivez pas à comprendre d'où ça vient. Maintenant, on va passer à l'activation de cache objet et de cache HTTP. Vous allez voir, c'est hyper simple. On va commencer par le cache objet. Donc le cache objet, comme je vous le disais, ça permet de stocker sous forme d'objet les éléments qu'on utilise fréquemment. Donc c'est des requêtes vers la base de données, essentiellement plus d'autres petites choses autour, mais ça permet globalement de vraiment améliorer drastiquement les performances de votre site. Et du cache objet, vous pouvez le faire avec deux outils. Alors pas en même temps, hein, vous avez le choix en fait entre deux outils, soit Redis, soit Memcache. Vous choisissez ce que vous voulez. La plupart du temps, les gens utilisent Redis parce que c'est, on va dire, c'est l'outil le plus connu, le plus utilisé, mais Memcache est très bien aussi. Donc là-dessus, j'ai pas de préférence, moi, on peut activer l'un ou l'autre, c'est pas grave. On va activer Redis et pour ça, on va cliquer sur activer le cache objet. Donc là, il me dit si je suis sur l'installation native de PHP, celle-ci va être remplacée par une installation statique avec la version PHP équivalente. Bon voilà, ça va être le même PHP, c'est juste qu'on va utiliser une version PHP FPM au lieu d'un PHP classique. Ça va pas changer grand-chose. Donc ça, c'est fait, toute cette tambouille-là, en fait, elle est faite en back-end, hein, elle est faite par OdoSwitch, qui a vraiment, on va dire, cacher toute la complexité derrière cet outil que vous avez là, derrière WP Tiger, et toute la complexité pardon, est masquée, ce qui fait que c'est très agréable à utiliser. On a juste à activer, et vous voyez, le Redis est actif. On peut le désactiver si on a envie, on peut le purger si jamais voilà, on voit qu'il y a des petits bugs, des petits soucis, on peut vider le cache, mais ça s'arrête là, c'est tout ce qu'on a. Bon voilà, maintenant en termes de chargement, bon là mon site est un peu basique, il n'y a pas de grosses images, il n'y a pas vraiment 36 000 trucs. On est au niveau de la taille de fichier, c'est la même chose, mais en termes de rapidité de chargement, on était tout à l'heure plutôt dans les 800 millisecondes à 1 seconde. Là, on est un petit peu en dessous des 800. Voilà, donc on grappille quelques millisecondes. C'est pas très flagrant là sur le truc, mais ça dépendra de votre site. Et puis évidemment du nombre de visiteurs que vous avez, parce que plus vous avez de monde, plus ces petites millisecondes grattées ou plutôt cette économie de fichiers qu'on va activer ensuite, ça permet d'aller beaucoup plus vite pour l'internaute. Et puis vous, ça vous fait gagner des positions sur Google, ça vous allège le serveur. Enfin, c'est vraiment top quoi. Donc c'est vraiment des choses que je vous recommande d'activer. Mais les deux, il faut activer les deux, hein. Le cache objet, le cache HTTP, vous prenez pas la tête. On peut essayer Memcache si on veut. On active le cache objet Memcache. Donc là, ça va switcher, ça va désactiver Redis et ça va activer Memcache. Cela ne vous aura pas échappé, en dessous c'est écrit extension WordPress utilisée Lit Speed Cache. Ça, je vous montrerai après, mais en fait c'est un plugin qui s'installe sous WordPress automatiquement, ou vous l'installez vous-même, qui va en fait permettre de gérer l'interaction entre votre WordPress et le cache objet, Memcache, Redis, et même le cache HTTP avec LeadSpeed à côté. Pourquoi c'est important d'avoir ce plugin? Parce que quand vous postez un nouvel article, par exemple, sur votre WordPress, vous mettez quelque chose en ligne, etc. Si WordPress ne dit pas hey, j'ai une nouveauté, ça va être toujours les vieux articles qui vont être affichés et votre site sera pas mis à jour. Même chose si vous avez des users qui peuvent se loguer, etc. Pour éviter des conflits éventuellement ou l'affichage de données privées publiquement parce que par exemple, vous, en tant qu'administrateur, vous vous connectez à votre WordPress côté front et vous avez accès à des choses différentes des utilisateurs lambda. Si c'est cette version-là qui est mise en cache, c'est ce qui sera présenté aux internautes suivants. Donc, ça serait dommage que les internautes suivants voient vos options admin. Donc, le fait d'avoir un échange entre le WordPress et le cache,
que ça soit Memcache, que ça soit Redis, que ça soit Leadspeed ou Varnish, hein, le Extreme Cache, ça permet d'éviter ce genre de désagrément. Mais je vous montrerai Leadspeed Cache juste après. On regardera un peu en détail ce qu'on a. Voilà, donc là, Memcache est actif. Il n'y a rien à dire. C'est aussi simple, purger. Voilà, il n'y a rien à faire. C'est good. Maintenant, on va activer le cache HTTP. Donc ça, c'est pas du cache objet qui permet de limiter les requêtes vers la base de données. C'est du cache, des copies en fait statiques des pages web de votre site. Ça permet d'accélérer les temps de chargement, les temps de génération, etc. Parce que comme c'est du PHP qui génère les pages, qui rend les pages, qui fait le rendu des pages, ça consomme des ressources serveurs. Donc avoir une copie en cache, c'est une copie HTTP en cache, ça permet de la balancer tout de suite et d'avoir une sérieuse optimisation au niveau du serveur. Et ça se ressent aussi pas uniquement en termes de temps de chargement ou en termes de poids de fichiers sur la page, mais ça se ressent aussi si vous avez beaucoup de trafic. Votre serveur va être moins sollicité et donc il sera plus performant. Donc là, on va activer Leadspeed directement comme ça. Donc il nous dit que ça peut entraîner des indisponibilités sur le site durant quelques heures, le temps que les DNS se propagent. Bon, ok. Oui, parce qu'il y a un petit peu de CDN derrière. C'est pas dramatique. Donc là, il est activé et c'est tout. On n'a que ça à faire. Là, en l'état actuel, vous pouvez arrêter la vidéo et retourner faire ce que vous avez à faire. Votre site, il est OK. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va essayer de comprendre un petit peu Leadspeed Cache. On va aller voir aussi en détail le Varnish, le Leadspeed, parce que là j'ai activé Leadspeed, mais parce que c'est celui qui est par défaut. Mais vous pouvez aussi activer Varnish, qui est un peu plus technique, mais tout aussi puissant, même voire plus puissant que Leadspeed, moi je trouve. Alors là, on a un phénomène intéressant au niveau de la recharge des fichiers. J'avais pas fait attention quand j'ai préparé cette vidéo. C'est le favicon. Je sais pas si vous voyez, il y a des petites tortues à côté. C'est assez marrant. Ça, en fait, ça montre que le temps de réponse en fait du serveur à ce niveau-là est un peu long. Bon, voilà, je sais pas pourquoi, mais on a la favicon qui ralentit un peu le truc. Donc là, bizarrement, alors je sais pas pourquoi, je pense que c'est une partie du cache qui cache pas bien la favicon, ou alors il y a un truc peut-être en décalé pour pas bloquer le chargement du site ou pas le surcharger tout de suite. Mais du coup, ça nous rallonge un petit peu le temps de chargement complet. Bon, à creuser, mais on a un petit truc ici. Alors après, j'avais activé page speed, donc je vais peut-être l'enlever pour voir si c'est pas ça. Mais visiblement, c'est pas ça le souci. Mais bon, voilà. Peu importe. On n'est pas là sur des mesures très fiables, hein, chargées comme ça en local. Bon, voilà, c'est les nombres de requêtes, etc. C'est pas forcément ce qu'il y a le plus représentatif. Mais là, en l'état actuel des choses, sur WP Tiger, vous avez les performances sont OK, le cache objet en place, Leadspeed est en place. On va maintenant aller voir un peu à quoi ça ressemble Leadspeed côté WordPress. Donc je vais aller ici. Alors vous voyez déjà dans la barre là, j'ai une notion de cache objet qui est là. Je vais cliquer sur paramètres. Alors ça c'est Redis qui est là. Donc Redis je l'utilise pas pour l'instant. Donc bon il m'a installé le plugin mais parce que je l'ai utilisé tout à l'heure. J'ai le plugin soit Redis pour gérer avec le Redis, mais on peut aussi gérer Redis avec Leadspeed Cache. Donc je ne vais pas utiliser le plugin Redis, hein, je vais utiliser Leadspeed Cache, mais si vous n'aimez pas Leadspeed Cache, vous pouvez utiliser que Redis. Dans Leadspeed Cache, on a plusieurs onglets. On a cache ici pour activer le cache HTTP, hein, donc tout ce qui est page web. Donc le cache de Leadspeed Cache. Vous vérifiez ça, que ça soit bien sûr on. Et puis après, il y a plein de paramètres que vous pouvez regarder en fonction de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez cacher, mettre en cache les ressources PHP, mettre en cache la page de login, mettre en cache l'API REST, en cache les commentaires, en cache les utilisateurs logués. Voilà, si vous avez des problèmes avec les utilisateurs logués, vous pouvez dire, bah non, je désactive le cache que pour les utilisateurs logués. Ensuite, on a les user agents qui sont mis en cache ou pas, et puis plein d'options, de choses que vous pouvez exclure, etc. Donc voilà, si vous avez des problèmes, s'il y a des choses qui ne devraient pas être en cache, vous pouvez les filtrer ici. On a les TTL ici pour la durée de vie des pages en cache. Donc, est-ce que vous voulez mettre en cache pendant une semaine? Voilà, là, c'est une semaine. Par défaut, votre page web sera mise en cache pendant une semaine. Voilà, pourquoi pas. Et au bout d'une semaine sur le serveur, elle sera régénérée. Pour tout ce qui est page privée, c'est 30 minutes, etc. etc. La purge, c'est intéressant. Alors, purge, ça veut dire vider le cache, hein, tout simplement. Donc, on l'a vu, on peut le faire dans WP Tiger, mais on peut le faire aussi ici. Alors, le mieux, c'est d'activer sur on. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cache va automatiquement se nettoyer, se purger quand il y a un plugin, quand il y a un thème ou quand WordPress lui-même va mettre des choses à jour. Donc par exemple, si on a une mise à jour sur la page d'accueil, sur l'archive des auteurs, sur les pages, sur les articles, etc., etc., le cache va se mettre à jour. Server Style, vous n'êtes pas obligé de l'activer, enfin il ne faut pas l'activer
de base. Ils le disent dans les notes, d'ailleurs, je vous invite à lire bien tout ça, mais ça permet en fait d'afficher une page en cache à un visiteur jusqu'à ce qu'une nouvelle copie soit disponible. Bon, c'est pas très utile. On peut aussi programmer un nettoyage automatique de certaines pages. Donc je pense par exemple au flux RSS. Si jamais vous avez des soucis, vous avez des flux alternatifs ou des pages alternatives, etc. Des choses qui sont peut-être un peu hors de WordPress, etc. Vous pouvez aussi dire à Leadspeed Cache de purger ça plus régulièrement. Voilà, donc ça se programme ici. On peut mettre des heures de purge spécifiques, etc., etc. Puis après, il y a des hooks qui font que ça permet de nettoyer le cache aussi. C'est-à-dire que si vous changez de thème, si vous créez un nouveau élément dans le menu, si vous créez un nouveau terme, donc c'est-à-dire une nouvelle catégorie par exemple, ou un nouveau tag, ça va permettre de rafraîchir le cache aussi. Même chose si vous supprimez des choses, etc. Exclude, bon bah c'est tout ce qui ne doit pas être mis en cache, donc ça peut être intéressant aussi. ESI, c'est ce qui s'appelle le Edge Side Includes, c'est tout ce qui est pages qui doivent être distribuées à des utilisateurs qui sont logués, voilà. Donc ça permet pour du contenu un peu dynamique de dire voilà, je veux que cette partie-là soit en cache, mais cette autre partie-là de la page soit dynamique et ne soit pas mise en cache. Comme ça, on découpe en fait une page en fragments de page et on peut choisir quels éléments on met en cache ou pas. Ça permet quand même d'avoir du cache sur des choses un peu plus techniques. Et là, on a le cache objet, donc ça c'est super important, il est activé par défaut. On voit qu'il est connecté à Redis, enfin les plugins sont OK pour Redis ou même cache. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que bah, c'est automatiquement configuré, quoi. On a le soc qui est là, on a le port 0 parce qu'on est sur un socket Unix, mais voilà, c'est pas sur du même cache sur un autre serveur, etc. C'est vraiment sur votre serveur avec votre WordPress. Et le fait de passer par WP Tiger fait que tout ça est configuré tout seul. Vous n'avez pas besoin de le faire. Donc ça, c'est cool. On peut mettre en cache aussi l'interface d'admin de WordPress si on veut. Bon, vous n'êtes pas obligé. Et stocker les transientes aussi. Bon, voilà. Après, tout ça, ça peut être des éléments à tester. Vous testez, vous voyez si ça va mieux, si ça change quelque chose. Ou si vous voyez que votre site répond un peu bizarrement, vous pouvez désactiver des options, faire des tests, etc. D'expérience, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est mis en cache, optimisation, etc., ça prend vraiment beaucoup de temps. Il faut tester chaque truc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe en back de votre site. Il n'y a pas de recette magique, ça dépend vraiment de votre site web, voilà, de votre serveur, de plein de choses, de vos plugins, de ce que vous utilisez. Et des fois, il faut faire des petits ajustements, que ce soit au niveau des exclusions, au niveau des rafraîchissements automatiques, des purges automatiques, de ce qu'on met en cache, ce qu'on met pas en cache, etc. Là, on a l'usage du navigateur, bon, les paramètres de cache du navigateur, bon, ça, je vous recommande pas forcément de l'activer. Et puis les fonctionnalités avancées avec les cookies, avec bon voilà plein de trucs. Mais ça, si vous en êtes là, c'est que vous avez déjà, enfin vous avez plus besoin de moi quoi. Vous êtes déjà très très loin dans la gestion de votre site. Voilà, Leadspeed Cache, donc c'est pas mal parce que ça permet de gérer à la fois le cache HTTP classique, donc avec Varnish, enfin non pas Varnish, pardon, Leadspeed Cache, donc ça c'est le module par défaut, et puis les caches objets, soit au travers de Redis, soit au travers de même cache, voilà, on s'arrête là à ce niveau-là. Maintenant, si je retourne sur le cPanel, je vais désactiver Leadspeed ici, je vais retourner sur, je vais attendre que ça se désactive, et ensuite je vais retourner sur le cPanel, et on va aller voir un peu ce qu'on a au niveau du Extreme Cache, donc c'est-à-dire le cache Varnish, qui est un équivalent de Leadspeed, mais en un peu plus costaud quand même, je trouve. Et moi, c'est celui-là que je préfère. Il est moins bien intégré. Je pense qu'il y a des plugins peut-être pour le varnish qu'on peut installer à côté, on va voir, mais c'est un peu plus costaud. Donc, Extreme Cache, configure un cache côté serveur pour vos sites, très bien. Automatiquement, il détecte ce qu'on a sur le serveur. Donc, si vous avez Joomla, il va détecter Joomla, WordPress, Symfony, une application PHP générique. Si vous faites détecter, boum, il me met sur WordPress. Ensuite, on a la possibilité de forcer le cache en ignorant tout ce qui est headers de contrôle de cache. Les headers de contrôle de cache, c'est une en-tête HTTP qui se trouve dans votre page web et qui permet de savoir quand est-ce que le cache a été mis à jour, tous les combien il faut le rafraîchir, etc. Et on peut forcer le cache pour pas que ça tienne compte de ça, pour régénérer les pages. Mais bon, ça, je vous recommande pas de l'activer, sauf si vraiment vous avez une situation exceptionnelle. Je sais pas, vous faites attaquer en DDoS, le site répond pas bien, enfin, c'est compliqué. Vous pouvez vraiment figer un peu plus votre site comme ça en cache. On va valider la config et donc on va activer Extreme Cache. Voilà, voilà, donc c'est activé. Et ensuite, je retourne ici. Et là, en rechargeant le cache, bon, je suis encore un petit peu chargé en termes de requêtes, mais ça, on verra après. Par contre, on voit bien qu'on est largement en dessous des 1 seconde. Hein. On est à 725 millisecondes. Très bien. Et puis après, si je recharge de manière classique, on est à 292 millisecondes, 217 millisecondes. Donc, c'est ultra rapide. Le site ne pèse plus
que 230 kilooctets, parce que j'ai déjà le cache navigateur activé. Si je recharge tout, on est à 1,69, 1,70. MO, bon voilà, on s'éloigne pas de ce qu'on avait à la base, mais ça c'est normal, hein, les fichiers n'ont pas été compressés plus que ça. Là, on est vraiment sur de la mise en cache de pages PHP, d'appel à la base de données. Et je suis sur un site qui est hyper simple. Il n'y a rien de compliqué. C'est un WordPress avec un thème tout bidon. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien de vraiment lourd sur le site. Donc c'est pour ça que ça va assez vite. Donc ça, c'est intéressant. On a donc Extreme Cache qui peut être activé. Donc vous ne pouvez pas activer les deux en même temps. Il faut choisir entre Lead Speed ou Extreme Cache. Vous faites vos tests. Moi, je préfère Extreme Cache. C'est personnel. C'est un varnish, donc à voir ensuite comment il s'utilise côté WordPress, mais apparemment il le gère de base. Il n'y a pas de plugin, c'est pas gérable côté plugin, mais lui est capable de gérer le WordPress s'il le détecte comme ça. Vous avez une option aussi ici dans Extreme Cache de vérification. Vous pouvez vider le cache et vous pouvez vérifier si c'est bien mis en cache. Vous choisissez le protocole que vous voulez, avec ou sans W, et vous faites vérifier le cache, et là vous allez avoir un petit topo sur les content type, et on voit ce qui est, voilà, est-ce que c'est mis en cache? Oui, hit, et on a le serveur de cache ici. Donc bon voilà, ça c'est Extreme Cache, une fois encore hyper simple à installer. Je sais pas si vous avez déjà installé un Varnish, si vous avez déjà installé un Lead Speed ici, mais voilà, c'est aussi simple que ça. On a Tiger Cache ici aussi, qui est peut-être un petit peu redondant avec WP Tiger, mais on peut activer ici Open Lead Speed aussi si on veut, et ça fait la même chose avec l'Apache. On va dire qu'il y a un petit peu de redondance, on va dire, dans les outils, mais c'est parce qu'il y a des points d'accès, en fait, des portes d'entrée qui sont plus techniques, et encore à peine plus techniques ici. Donc si vous passez par là, Lead Speed, là, on peut l'activer comme ça sur ActuLink. Ça va désactiver Extreme Cache et ça va activer Lead Speed ici. Mais voilà, c'est une activation qui sera un peu plus manuelle après, parce qu'effectivement, ensuite, vous devrez configurer le plugin Lead Speed Cache Settings ici. Et même chose, hein, si j'active Redis ici, alors vous voyez ici, si j'active Redis, j'ai le SOC qui est là, il y a le mot de passe, il y a des choses comme ça, des commandes d'accès. On peut aussi, donc le SOC, voilà, il est là. Ça, c'est important parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on doit spécifier dans le plugin Redis ou dans le plugin Lead Speed Cache de WordPress, c'est-à-dire le point d'accès pour piloter le Redis. Il y a un tuto qui est bien, c'est ça qui est bien aussi avec Odoswitch, c'est qu'il y a, enfin je veux dire, même si vous n'y connaissez rien, il y a un tutoriel ici en haut, il y a un tutoriel ici là en bas, c'est le même, moi je pense, mais il nous explique tout. Soit vous faites une install automatique, c'est ce que je viens de vous montrer en passant par WP Tiger, ou là vous faites une install manuelle, et là on suit le tutoriel. Il nous explique qu'il faut installer tel plugin, il nous explique qu'il faut mettre ça dans notre WP config, qu'on accède ensuite à l'activation du cache objet en passant par les réglages, etc. de WordPress, et qu'ensuite, dans le plugin en question, il faut spécifier le point soc ici, choisir le port 0 pour le socket, et puis garder le mot de passe, saisir le mot de passe pour pouvoir ensuite vider le cache en fonction de ce que vous ferez sur votre WordPress, si vous mettez un article à jour, etc. Bon, ça fait un petit peu redondant, je vous l'accorde, parce qu'en général, les gens passent par WP Tiger, activent le cache et basta. Mais si vous aimez voir un peu plus en détail les choses, vous pouvez aller dans ces plugins-là. Peut-être aussi, si vous avez des besoins un peu plus techniques, un peu plus compliqués, c'est pas mal de passer par là. Voilà, et enfin, la dernière étape, c'est page speed. Alors, page speed, c'est quoi? C'est des petits tweaks, des petites configs qu'on peut activer pour optimiser encore les temps de chargement de son site. Alors attention, vous avez ici tout coché, cocher les filtres recommandés ou tout décocher. Bon, tout décocher, on comprend ce que ça veut dire. Tout cocher, c'est-à-dire que ça va tout activer, mais vous voyez, il y a des risques très faibles ici et des risques importants ici, en fonction de ce que vous faites. Risque très faible, c'est-à-dire que si vous l'activez, il y a des grandes chances que ça fonctionne, que ça ne pose pas de soucis sur votre site. Risque important, c'est que si vous l'activez, vous pouvez avoir des problèmes sur votre site. C'est pas des problèmes graves, c'est-à-dire que ça va pas effacer des fichiers ou faire planter votre site, etc. Enfin, ça va pas être une catastrophe. Vous l'activez, vous allez sur votre site. Si votre site est tout cassé, qu'il manque des choses, que ça répond pas bien, etc., vous retournez le désactiver, vous videz le cache et normalement c'est bon, tout est revenu à l'état initial. C'est des astuces à tester, enfin des tweaks à tester. Donc moi ce que je vous recommande, c'est de faire juste cocher les filtres recommandés si vous voulez pas vous prendre la tête. Ou alors vraiment la meilleure solution, c'est de les activer un par un. Comme ça, vous testez. Vous activez le premier. Donc là, ça permet d'ajouter l'entête head au document. S'il trouve une balise body sans avoir vu de head avant,
Voilà, pour avoir des pages qui sont pas complètement cassées, par exemple. On a ici, par exemple, l'affichage des publicités Google AdSense de manière asynchrone. Ça, effectivement, ça pourrait casser l'affichage des pubs sur votre site. Bah, vous l'activez, vous testez, et puis si ça vous va pas, vous le désactivez. Mais voilà, ma recommandation pour cette partie-là, c'est vraiment de tous les tester un par un, parce qu'en fait, ça va vous faire gagner du temps, de la taille de fichier, du poids, de ce qui est transmis, nombre de requêtes, la charge serveur, etc. Donc vous testez tout et vous mesurez un peu avec soit les outils que je vous ai montrés juste avant, soit l'inspecteur de Firefox ou de Chrome. Vous mesurez un peu, voir si ça ralentit le site, si ça l'optimise, si ça sert à quelque chose, si ça sert à rien, si ça plante, si ça plante pas, si voilà. Par exemple, je sais que souvent, tout ce qui est minify JavaScript, donc c'est-à-dire le fait de minifier, de réduire la taille des fichiers JavaScript en renommant les variables, en enlevant l'indentation par exemple, etc. Ça peut parfois casser le fonctionnement du JavaScript. Donc vous l'activez, vous testez vos appels JavaScript, je ne sais pas s'il y a un moteur de recherche, s'il y a des actions qui se passent en JavaScript sur votre site, vous les testez toutes, et s'il n'y a pas de souci, vous pouvez le laisser actif. Si ça, il y a des choses qui ne marchent plus, bah vous le désactivez. Voilà, c'est vraiment ma reco là-dessus. Donc après, il y a plein de choses, hein. Il y a enlever les métadonnées des images, faire des sprites avec les images. Les sprites, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, plusieurs images sont rassemblées au sein d'une même image. Et ensuite, c'est la CSS qui dit tu prends à tel endroit de cette image, tu prends à tel endroit de cette image pour avoir des images indépendantes, mais en fait, elles seront issues d'une seule et même grosse image, enfin grosse dans le sens où elle sera plus grande, mais voilà, ça permet de charger une seule image pour tout le site, par exemple. Tous les fichiers techniques, enfin toutes les images techniques du site, je sais pas, les boutons, l'entête, les choses qu'on retrouve sur toutes les pages, peuvent être dans un sprite. On a de la réécriture, on a la suppression des commentaires qui sont contenus dans la page. Alors je parle pas des commentaires que les gens laissent, hein. Je parle des commentaires dans le code HTML, donc les choses qui sont écrites par les développeurs. On a la possibilité de bouger les CSS en en-tête, ça évite de bloquer la CSS par exemple. Si vous avez des JavaScript qui se chargent sur votre site et que la CSS se charge dans le footer parce que votre thème est conçu comme ça, plutôt que d'éditer le thème et de faire un chargement en en-tête manuellement, vous pouvez dire avec cette astuce, ici vous la cochez, ça va automatiquement charger la CSS en en-tête, et comme ça, quand vous chargez votre site sera pas tout blanc, parce que des fois la CSS, comme elle charge après, le site ressemble à rien pendant une fraction de seconde, et la CSS se charge, et là vous voyez le style, vous voyez les couleurs, vous voyez les images, vous voyez tout, mais pendant une fraction de seconde, l'internaute aura vu des pages blanches avec des menus sans mise en forme, tout moche. Donc voilà, des petites choses comme ça. Il y a du préloading de ressources, il y a de la recompression à la volée d'images, il y a de la combinaison de CSS. Combinaison de CSS, c'est-à-dire faire concaténer plusieurs fichiers CSS en un seul pour faire un seul chargement. Il y a le collapse whitespace qui permet d'enlever tout ce qui est espace qui ne sert à rien dans le HTML. Donc ça va prendre votre fichier HTML et ça va le mettre en un seul bloc. Le navigateur va réussir très bien à se débrouiller avec, mais au moins vous, ça sera un peu plus compressé, quoi. Voilà, donc ça c'est page speed, donc c'est pas le page speed de Google, hein, évidemment, même si le page speed de Google, vous pouvez le tester, l'utiliser pour ensuite mesurer les évolutions de votre site en termes de temps de chargement, etc. Mais là, c'est le page speed de Switch qui, franchement, nous ont vraiment mâché le travail, quoi. Moi, je le dis vraiment en toute honnêteté, hein, c'est pas parce qu'ils sont partenaires, mais le taf qu'ils ont fait sur ça, il y a très peu d'hébergeurs qui le proposent, ce genre de truc, quoi. C'est vraiment des outils, je vais dire pour les noobs, mais c'est ça l'idée, hein, c'est que n'importe qui, même si vous n'êtes pas technicien, vous pouvez mettre en place votre site WordPress, vous pouvez voilà, faire votre espace, vendre des trucs, voilà, faire votre site d'entreprise, votre site perso, vous pouvez faire ce que vous voulez de manière très facile, rien qu'avec WP Tiger. Si vous reprenez ma première vidéo, vous allez voir, c'est incroyable. En 20 minutes, mais même pas en 20 minutes parce que j'ai pris mon temps, mais en 20 minutes, vous avez un site web opérationnel, une boîte mail qui marche. C'est incroyable. Vous activez les caches ensuite et vous avez non seulement un site web opérationnel, mais un site web qui va vite. Et on sait que c'est hyper important d'avoir un site qui répond vite parce que déjà pour les internautes, c'est important. Pour les moteurs de recherche comme Google, c'est hyper important aussi parce que ça peut être des pénalités derrière. Et voilà, une fois que vous avez ça, vous êtes tranquille. Donc voilà, on a fait le tour à ce niveau-là. J'ai pu vous montrer un peu que ce genre d'outils, que ce soit du cache HTTP, du cache objet, ça avait quand même un gros impact concret sur la vitesse de chargement de votre site. Alors là, c'est dans des conditions de test, hein, dans des conditions de laboratoire, on va dire, où je vous montre un site qui n'est pas un vrai site, c'est un site de test, mais sur des vrais sites,
ça fait vraiment la différence. Puisqu'il y a plus de ressources, il y a plus de monde, il y a plus de, ouais, de fichiers, il y a plus de, voilà, de sollicitations sur le serveur. Et donc, mettre du cache objet, mettre du cache HTTP, c'est le jour et la nuit, quoi. Et vous n'avez pas forcément ensuite besoin de passer par un Cloudflare, passer par un CDN, etc. Et de repayer un service finalement à côté d'O2Switch, puisqu'O2Switch a déjà en fait en interne tous les outils pour que vous soyez peinard. En fait, c'est vraiment la solution de A à Z, accessible à tous, sans prise de tête. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. La fois prochaine, on va parler plutôt sécurisation de l'hébergement. C'est un peu le même esprit hein, que ce que je viens de vous montrer, sauf que là, bah, ça va être la mise en place des certificats SSL, ça va être la mise en place de tout ce qui est antivirus, scanner de sécurité, etc. Le mode security pour tout ce qui est firewall applicatif, la gestion des accès SSH, les restrictions d'un IP, etc. Donc ça, c'est plus pour renforcer la sécurité de votre site. Et ça sera dans la prochaine vidéo sur O2Switch. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller chez O2Switch et puis à regarder un peu ce qu'ils proposent. Parce que je pense que ça peut être pas mal. Surtout si vous débutez sur le web, si vous voulez vous lancer, avoir votre propre site. Les doigts dans le nez, sans prise de tête. C'est vraiment l'hébergeur bah, que je vous recommande. Encore merci à O2Switch de m'avoir fait confiance. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.